Hem, j'ai appelé la soirée de ce soir «Casser maison, réinventer les habitats» et puis en relisant le texte d'introduction que je vous ai envoyé, j'ai tout de suite eu envie de reculer plus loin. Vous en faites pas, là, ça ne durera pas 3 heures ce petit moment, mais j'ai eu envie de vous savez, quand on a des invitations comme celle-ci à donner, une conférence, ça donne toujours l'occasion de faire le point, ça donne toujours l'occasion de regarder un peu un parcours qui, pour moi, dure depuis longtemps, je me rends compte. Et puis, je suis assez surpris et content d'être accueilli par ces chants révolutionnaires. Je ne dis pas que je suis un révolutionnaire moi-même, mais ça me fait sourire et ça me rappelle que du plus loin que je me perçois et que je me rappelle, de par une histoire personnelle et de par le lieu où je vivais, j'ai tout de suite eu envie dans ma vie en tant qu'humain et tout de suite bientôt en tant qu'artiste de remettre en cause certains aspects de la réalité. Il y avait des choses qui me troublaient, il y avait des choses qui ne me qui ne me satisfaisaient pas en moi, dans ma famille, dans le milieu dans lequel j'étais. Et ça m'a donc amené à questionner le monde autour de moi. Et la façon que j'ai trouvée, de par ma nature, de questionner le monde, comme bien des gens, mais c'est vraiment quelque chose qui est un fil conducteur dans toute ma démarche, c'est que je me suis mis à me poser des questions. Pourquoi je suis né ici? Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi je me perçois comme ça? Pourquoi les autres me perçoivent comme ça? Et comme je vous le disais, les questions, c'est vraiment le cœur de ma démarche. Et en commençant, en vous présentant le processus de questionnement qui est le mien, j'ai envie de me rappeler d'une entrevue que j'avais entendue à la radio avec un scientifique et on lui disait, ah, mais vous, les scientifiques, vous devez bien vous entendre avec les gestionnaires, avec les gens qui gèrent des trucs, qui sont structurés et tout ça. Puis le scientifique avait arrêté l'intervieweur et il avait dit, en fait, moi, comme scientifique, les gens avec qui je m'entends le mieux, ce sont les artistes. Parce que les artistes, comme les scientifiques et comme les gens qui révolutionnent notre monde, sont des gens qui peuvent rester longtemps avec les questions sans avoir de réponse. Et moi, ça m'avait beaucoup touché et ça me marque encore dans mon parcours, à savoir que, bien sûr, j'ai envie de poser des questions et d'avoir des retours, comme je l'ai fait avec beaucoup d'entre vous dans le processus d'Imaginarium aujourd'hui. Mais j'ai envie aussi, et on en parlera plus autour du projet Habitat, d'être avec les questions longtemps, puis de nous inspirer des mouvements de révolution et d'action militante et d'action citoyenne antérieures pour faire les choses autrement. Mais là, je ne veux pas aller trop vite, on va y aller étape par étape. Donc, je suis François Grisé, j'ai 50 ans euh, et je vous invite ce soir à la conférence, Récit conférence, Casser maison, réinventer les habitats, et où je vais vous raconter l'histoire d'une recherche par l'art qui, et je fais souvent des blagues avec Julie à ce titre-là, si on m'avait dit il y a même 5 ans que je ferais partie d'un projet de recherche-création dans un cadre universitaire et dans un cadre d'innovation sociale, j'aurais ri beaucoup, mais maintenant, tout ça m'apparaît comme très cohérent et très pertinent, vous allez voir. Euh, puis pour moi, ce qui est important dans cette démarche-là qui m'habite, c'est que j'en suis venu face à la question des aînés, à questionner l'habitat en général, c'est-à-dire où on vit dans notre lieu intime, dans l'endroit où on vit, dans notre société et dans les structures qui nous gèrent aussi et dont on fait partie. Euh, Le parcours que j'ai vécu et que je continue à vivre est marqué par trois grands rôles que j'ai tenus dans ma vie. C'est-à-dire que le point d'entrée pour moi dans l'art a été le fait d'être un comédien. Ensuite, je suis devenu un artiste multidisciplinaire par les intérêts et par l'évolution de ma vie et de ma pratique. Et tout dernièrement, je suis devenu le directeur artistique d'une compagnie. En fait, ça fait 10 ans, 2012, fondation d'une compagnie qui s'appelle 1 et 1 font 1000, qui est une compagnie de création et qui nouvellement a donc un volet de création d'œuvres, mais aussi d'activités multidisciplinaires qui se veulent des extensions des œuvres et qui questionnent donc certains volets euh, des thèmes qui sont abordés dans les œuvres artistiques,
mais qui évolue vers, dans le cas d'Habitat, des forums, des actions citoyennes et des actions qui veulent briser les silos entre les différentes disciplines. Mais encore une fois, on va y arriver dans quelques minutes. Je vais pouvoir vous parler un peu de la nature plus précise du projet Habitat. La mission, donc, de 1 et 1 font 1000 est une mission qui vise à créer des activités multidisciplinaires qui remettent en cause la réalité en posant des questions qu'on pose peu dans l'espace public. Et vous allez voir aussi, c'est un texte que Julie m'a présenté qui m'a fait réfléchir à la notion d'espace public, d'espace intime. Et c'est très important, je me rends compte, comme comédien, comme artiste multidisciplinaire, comme gestionnaire de la compagnie 1 et 1 font 1000, cette notion d'espace public et d'espace intime et citoyenne est partout présente dans mon parcours. Donc, vous allez voir, c'est un aspect très important. Ce qui est au cœur de ma démarche, c'est vraiment de me mettre devant les gens. C'est la nature d'un comédien. Et de me mettre devant les gens, pour moi, c'est une question de, si je parle en bon français, de dealer avec l'appréhension et la peur et d'en faire une compréhension, d'utiliser la peur, d'utiliser des questions difficiles pour confronter des aspects de la réalité et de transformer ça en des compréhensions et de transformer ça en des moyens d'action, qu'ils soient par l'art ou qu'ils soient par des forums comme le forum Habitat. C'est une façon aussi pour moi d'approfondir les questions, de trouver des pistes. Et comme je le disais un peu dans mon introduction, c'est surtout pas nécessairement de trouver des réponses rapidement, mais de trouver des processus. Hein. Partout dans mon parcours, que ce soit des parcours de comédien, d'artiste multidisciplinaire, de directeur général et artistique d'un et un font 1000, je me suis vraiment donné des outils, qu'ils soient dans des écoles ou dans des processus d'action, de gestion, de trouver des outils et des moyens, des processus pour arriver à la réflexion. Et comme je le disais, pour moi, les trois grands moyens que j'ai eus, c'est d'être un comédien, d'être un artiste pluridisciplinaire, dépendamment des écoles, et ultimement, de devenir un innovateur social, si je peux dire. Tout le monde me suit jusqu'à maintenant? Ça va? Très bien, je vois des oui, super. Euh, donc, le premier point d'entrée pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, ça a été le point d'entrée de l'acteur. Hein, la notion d'acteur, quand j'étais jeune, est devenue une façon pour moi un peu, en n'entrant pas dans les aspects psychologisants de la pratique du métier d'acteur, mais ça me donnait un moyen d'évasion par l'imaginaire et déjà, ça plante les racines et la graine de mon envie de me mettre à la place des autres, de devenir quelqu'un d'autre par l'entremise d'un texte, d'un personnage, pour essayer d'appréhender, de comprendre la réalité d'une façon différente. Le premier auteur, pour moi, qui a été très signifiant, là, puis je ne sais pas si vous le connaissez, je sais qu'il y a des gens là, qui ont d'autres backgrounds culturels. Je vais vous parler de Michel Tremblay. Parce que pour moi, Michel Tremblay c'est le grand auteur québécois qui a parlé de la vie sur le plateau Mont-Royal, mais pour moi, le point d'entrée qu'il m'a donné, la porte qu'il a ouverte, c'est qu'avant de pouvoir m'imaginer comme quelqu'un d'autre, il m'a permis de me reconnaître. J'ai reconnu la langue que je parle, j'ai reconnu l'univers dans lequel il évoluait. Et c'est cette entrée-là par Michel Tremblay dans un monde où je me reconnaissais qui va me donner les moyens dans les 30 ans qui ont suivi d'imaginer que le monde pouvait être aussi différent, mais il fallait d'abord que je me reconnaisse pour que ça puisse marcher. Les acteurs travaillent avec des textes, travaillent avec la littérature. Et je vous dirais aussi que le travail d'acteur est d'abord et avant tout un travail d'interprétation. Puis si on le divise, le mot comme j'ai fait, interpréter, ça veut dire se mettre entre. Se mettre entre un auteur et son public, ceux qui vont recevoir le texte, et de se mettre au service de cette interprétation-là pour questionner le monde en racontant des histoires. Et c'est la chose importante qui est à souligner autour du, métier d'acteur, mais des outils que j'ai développés à travers le métier d'acteur et qui, je crois, pourraient être vraiment très importantes pour la majorité d'entre vous qui voulez travailler dans le monde. J'en ai rencontré plusieurs d'entre vous qui veulent être policiers, qui veulent enseigner, qui veulent avoir toutes sortes de structures, qui veulent vraiment avoir des moyens d'action dans le monde. Et je peux vous donner une clé. Une des forces
qui vient avec le fait de se créer des outils de narration, c'est que dès qu'on peut raconter des histoires, si vous voyez vos projets, si vous voyez vos interventions comme des histoires à raconter, ça peut vraiment vous donner une force que des gens qui ne pensent pas à cet aspect-là de la chose pourraient avoir moins d'impact dans la façon d'amener leurs idées dans le monde et d'amener leurs idées auprès des gens sur lesquels ils veulent avoir des impacts. Donc, pour moi, dans ma façon d'avancer, dans ma pratique, l'aspect de raconter une histoire est primordial et reste encore vrai aujourd'hui dans tous les aspects de ma pratique. L'autre aspect qui est important, euh, c'est que le processus pour moi de devenir un acteur était naturel, hein. Dès que j'avais 5, 6 ans, je faisais des spectacles chez nous, je sortais de mon garde-robe, je faisais du lip sync, je faisais des choses tristes, je faisais des choses drôles et j'allais vendre des billets un peu partout autour de chez nous à 5 cents le billet, puis je refaisais des spectacles dans la cour. Il y avait 12 personnes qui me regardaient, mais c'est vraiment une nature pour moi. Mais ce qui est important à retenir aussi, c'est que le processus d'aller à l'école, d'aller chercher des techniques, d'aller chercher des moyens de compréhension sur la façon de raconter une histoire va m'accompagner toute ma vie. Et ça a été très, très payant pour moi de prendre ces années de formation-là dans ma jeune vingtaine, parce que, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui m'a remarqué dans tous les aspects de ma pratique. Cela dit, après 20 ans de métier d'acteur ou à peu près, je me suis rendu compte que j'avais l'envie de réinventer un peu la façon dont j'appréhendais l'art, dont j'appréhendais la façon de raconter des histoires puis de poser des questions. Faire l'acteur, ça me plaît encore, j'aime ça, j'aime communiquer, j'aime raconter des histoires, mais j'avais aussi envie de trouver d'autres moyens. Donc, en parallèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une expertise en enseignement de la communication et de la voix, de la diction. J'ai aussi continué à développer tout un aspect qui était la formation sur la proprioception, qui est la perception de soi dans l'espace et dans le monde, puis un travail aussi sur comment, comme je l'ai dit dans mon introduction dans le cours de ce matin, comment le travail sur le corps et la perception de soi et la conscience de notre existence peut nous amener à avoir des actions très, 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 d'abord fortes sur nous, mais d'avoir des actions sur les autres. Donc, c'est une pratique qui a servi à, je dirais, étendre mon rôle d'acteur, à devenir un enseignant de la voix et à enseigner aussi euh, tout l'aspect qu'on appelle dans le monde du théâtre du mouvement ou de la perception de soi. Et comme vous pouvez l'imaginer, ben, ces outils-là non seulement servent à des acteurs, mais ils peuvent servir aussi à toutes sortes de gens qui ont à prendre la parole, de gens qui doivent s'adresser à des gens et avoir un impact de communication fort. Donc, pour moi, ça a été une autre couche qui s'est ajoutée à mon parcours d'acteur pour faire de moi, pour me donner encore plus d'outils pour arriver au bout comment je pourrais dire, de cette quinzaine, vingtaine d'années où j'avais envie de me prêter aux idées des autres, mais processus qui m'a amené à créer ma compagnie, Un et un font mille, et à devenir ultimement un artiste multidisciplinaire. Julie le disait, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de multidisciplinarité, mais pour l'expliquer simplement, par exemple, si on est un acteur dans le monde du théâtre, bien souvent, on fait du théâtre, on se consacre à cette discipline-là, on a tendance à, ou un auteur, ou un dramaturge, ou un metteur en scène, on se cantonne à une discipline. Mais moi, après toutes ces années de travail, j'ai eu envie d'investiguer le territoire de l'art d'une façon différente et d'essayer de joindre un peu toutes sortes de pratiques pour créer des œuvres qu'on appelle des œuvres multidisciplinaire. Euh, le projet Un et un font mille est donc né d'une certaine façon de ce désir-là. Puis j'ai appelé la compagnie Un et un font mille parce que je me suis dit qu'il y avait là-dedans l'énoncé le plus fort sur ma façon de concevoir que quand on dit quelque chose, pardonnez-moi, cette chose-là devient un peu vraie. Même si on dit un et un font mille, c'est pas vrai.
Mais si on le dit, ça devient vrai. Ça parle de la force de l'imaginaire et ça parle de la force des mots qui peuvent tout à coup nous permettre de changer notre point de vue sur des réalités. Encore là, on vient au thème qui m'occupait au début de cette intervention autour de la remise en cause de certains aspects. Euh, Quand j'ai commencé à travailler sur le projet d'un et un pour mille, la question qui me préoccupait, c'était la question du tragique. J'ai toujours aimé la tragédie, j'ai toujours aimé la théâtralité de la tragédie. Et mon projet peu ambitieux, je fais une blague, vous allez voir, mon projet peu ambitieux avec les projets de départ de un et un pour mille était de monter 9 tragédies classiques en 3 ans. Maintenant, je sais très bien que ça se peut pas, d'autant que ça, c'est un autre aspect, je crois, qui pourrait vous être utile dans la compréhension de tout processus euh, d'organisation et de mouvement vivant et humain. Mais j'ai été très déçu de la recherche que j'ai faite autour des textes tragiques. J'ai travaillé pendant 1 an et demi autour de l'adaptation d'une pièce, pour ne pas la nommer Andromaque. Et après 1 an et demi de travail, je me suis rendu compte que c'était terriblement ennuyant. Et je me suis rendu compte que ça touchait personne, même plus moi. Et là, je me suis dit, bon, il va falloir que j'aborde ce questionnement que j'ai de me dire comment on rend la tragédie vivante d'une autre façon. Et ça a été le début, donc en 2012, pour moi, de tout un trajet complètement inattendu. Quand je vous disais que le projet d'un et un fourmile était un projet multidisciplinaire, il l'est devenu dans les 2 premières années de sa conception parce que le théâtre me satisfaisait plus. Et je pense que c'est quelque chose qui a été un moment pour moi marquant parce que en abandonnant le théâtre comme pratique, je me suis ouvert un champ de territoire des possibles et de champ de territoire de solutions imaginaires auxquelles j'aurais jamais pensé avant. Et je crois que en me risquant, là, parce que je vais un petit peu en dehors de ce que j'ai prévu vous dire, je crois que ce processus d'abandon d'une idée toute faite qu'on a, ou même d'une bonne question qu'on croit avoir parfois, peut être salvatrice. On pense que la question à poser est bonne. On se dit, hey, c'est vraiment intéressant cette affaire-là, mais de pouvoir abandonner une question en plein milieu, après beaucoup de recherches, et de se dire, non, il faut que je change de chemin. Pour moi, vous allez le voir, ça a été quelque chose de salvateur, je l'ai déjà dit, mais surtout très confrontant et une façon de... Il y a un mot qui a circulé là, avec la pandémie dans le milieu des artistes. Il fallait se réinventer. Mais dans mon cas, il y a 2012, en 2012-2013, ça a vraiment été l'occasion de complètement revoir de fond en comble comment j'abordais le processus de compréhension devant les questions que j'avais. Ça m'a amené donc à questionner le théâtre, ça m'a amené à questionner le texte, ça m'a amené à questionner les mots comme vecteurs de changement. Et ce qui est arrivé, et là vous allez voir, je fais un très grand passage, c'est que j'ai créé ce que j'appelle une première poésis. Toutes les œuvres de un et un pour mille s'appellent des poésis. Et les poésis, ça vient d'un mot grec qui veut dire mouvement poétique. Et là, on ne parle pas de danse, bien sûr, mais la poésie en action. Donc, ce que j'ai fait avec cette œuvre-là, c'est que pour incarner l'idée du tragique que je voulais transmettre par le théâtre, mais qui était insatisfaisante, j'ai emballé 100 personnes debout dans des grands sacs de cadavres blancs. Donc, il y avait 100 personnes qui étaient étalées dans 6 lieux différents au centre-ville de Montréal où on circulait à travers les œuvres euh, et où on pouvait donc confronter la peur du tragique et se confronter à l'existence humaine et à sa fatalité. La deuxième œuvre que j'ai conçue pour un Info 1000 s'appelle Humain de jardin et elle m'est venue d'un moment où j'ai pris des cours. Je suis devenu intéressé aussi par le mode performatif, l'art de la performance. Et cette deuxième performance-là, cette deuxième poésis-là, s'appelait Humain de jardin et j'ai planté une quarantaine de personnes dans les plates-bandes du Jardin botanique de Montréal. Donc,
Ces 2 événements-là, là, je vous les décris rapidement, mais j'avais vraiment littéralement mis des gens dans des sacs mortuaires. J'avais littéralement mis des gens, les pieds plantés dans la terre des plates-bandes du jardin botanique pour questionner notre appartenance à la nature et pour questionner notre appartenance au cycle du vivant. Et vous allez voir qu'il n'y a qu'un pas pour moi d'arriver à la question du vieillissement et d'arriver à la question de l'appartenance à la vie et de l'appartenance au cycle de la vie avec toutes ces œuvres-là. Donc, on est rendu au moment où, comment je pourrais dire, est arrivé le point tournant. Et j'aimerais ça, avant de continuer, voir s'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est ton cue, Julie, si jamais il y a des questions puis que les gens ne veulent pas être enregistrés. Est-ce que certains d'entre vous, en lien avec ce que je viens de dire, qui auraient des questions? Tout le monde peut participer, Julie aussi. Peut-être que Il y oui, a- peut-être que non. Moi, on j'aurais peut une aussi, petite question. Ah, vas-y. ben, juste ajouter que si ça vous tente pas d'ouvrir votre micro puis de parler, vous pouvez aussi poser vos questions Oui. dans le chat par écrit si ça vous convient mieux. Il n'y a pas de souci. Il y aura une circulation dans tous les modes. Alors, allez-y pour votre question. Oui, ben d'abord, merci jusqu'à maintenant pour la présentation. C'est super intéressant. En fait, j'avais envie d'entendre un peu plus pourquoi qu'est-ce que, quels sont les questionnements ou peut-être les réponses qui se sont matérialisées par rapport à cette idée-là que le théâtre n'était plus l'outil ou en tout cas n'était peut-être plus la chose à utiliser pour transmettre les messages ou ce qui devait être fait. Donc, je trouve ça intéressant quand on passe d'une pratique qui est peut-être plus unidimensionnelle à quelque chose de pluridisciplinaire, j'aimerais entendre juste un peu plus sur cette période-là. Ouais. Le processus est ce que j'ai trouvé, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Merci. Euh, Ce que je peux dire, ce dont je me souviens, c'est que ce qui m'a nourri dans la façon de trouver des nouveaux modes, c'était vraiment l'insatisfaction. Parce que je suis encore intéressé par cette question du tragique, je vais y revenir, mais ce qui me motivait à avancer puis à chercher dans d'autres pistes, c'est vraiment de me dire, il y a quelque chose que je cherche à dire, il y a une question que je cherche à poser, mais je ne sais pas comment. Puis c'est là, donc je me suis tenu à ça pendant très longtemps et je vais vous avouer que le processus a été vraiment un petit peu nono, dans le sens que je me suis dit, c'est quoi la tragédie? J'ai cherché dans le dictionnaire, puis là, ça disait ce qui se termine par la mort. J'étais là. Vous me suivez, c'était cette petite phrase-là, très simple. Je me suis dit, en fait, donc, ce qui est tragique, c'est le vivant, c'est d'exister, c'est d'arriver. Et là, j'ai cherché un symbole qui était simple pour nous confronter à cette affaire-là. Et c'est là que de mettre des gens debout dans des sacs mortuaires blancs dans un espace public devenait une solution parfaite. Mais je vous dirais que la première piste était de rester avec cette insatisfaction-là pendant tout un bout de temps. Puis là, je ne veux pas briser mon punch, mais sachez que ça m'a permis de revenir au théâtre plus tard. Donc, il fallait, c'est devenu un détour, en fait. J'ai décidé de laisser cette pratique-là pour mieux y revenir plus tard. Puis, je veux juste vous dire que, tu sais, ça semble un peu, c'est quoi le mot que je cherche? Ça semble un peu, un peu froid et distant et très intellectuel d'emballer des gens dans des sacs mortuaires blancs. Mais les gens dans les sacs mortuaires, ils avaient vraiment l'air un peu des grosses guimauves. Vous me suivez? Il y avait quelque chose de très ludique, il y a quelque chose de. Ça nous confrontait tout en ayant un côté un peu déjanté, un peu drôle. Donc, ça ouvrait les conversations, les gens parlaient de ce qu'ils voyaient. Donc, tout de suite, ce sujet-là, qui peut être, comme la vieillesse d'ailleurs, un sujet assez dur d'abord, comment on peut entrer en contact avec ce sujet-là, bien, ça devenait une façon un peu plus légère et un peu plus impactante d'entrer en contact avec ce sujet-là. Ça répond à votre question, Mathilde? Ah, parfait. Oui, je vais attendre la fin aussi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de continuer? Pas des noms? Non? OK, alors, allons-y, continuons. Ah, je vois que Louise est là. Salut, Louise. Euh,
2012, une date vraiment, vraiment importante dans ma vie. Allô, Louise? Une date vraiment importante dans mon parcours d'humain et dans mon parcours d'artiste, parce que vous allez le voir, c'est ça qui m'a amené au projet Habitat. 2012, je fonde 1 et 1 font 1000. Et une année plus tard, je ferai les emballés. Pendant cette année-là, mes parents déménagent dans une résidence privée pour aînés. Et c'est un moment qu'on a vécu ensemble, mes parents et moi, comme un moment qui a été vraiment un choc pour nous et qui a été un choc autant humain, et vous allez voir, qui a été un choc qui m'a permis de remettre en cause, comme je le disais au début de mon intervention avec vous ce soir, certains aspects de la réalité, de la gestion des aînés, j'utilise ce mot à escient, là, de comment on prend soin des aînés et de me dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que personnellement et socialement on a choisi? Est-ce que c'est ça qu'on a choisi de mettre des gens et dans des résidences où on s'occupe de leurs besoins? Mais là, j'utilise un terme de Monsieur Laville, le gars auquel tu m'as introduit hier, Julie, que j'ai lu hier. Est-ce que on pourrait arrêter de penser aux besoins que les gens ont et commencer à penser à quelles sont les aspirations de ces aînés qui sont nos parents, nos grands-parents, qui ont bâti notre société, qui ont fait toutes les structures auxquelles nous appartenons. Donc, je ne savais pas tout ça quand j'ai eu ce choc-là, c'est advenu plus tard, mais ça a été le choc pour moi de déménager mes parents en résidence, de revenir 4 jours après les visiter, puis de me dire, aïe, aïe, quel choix pauvre on a fait comme famille, mais comme société aussi. Je ne sais pas si tout le monde parmi vous est familier avec l'expression casser maison. Si vous ne l'êtes pas, je vous l'expliquerai. Casser maison, c'est une expression qui vient d'un autre temps, là, qui est de la génération de ceux qui ont 80, 75, 80 aujourd'hui. Et casser maison, ça veut littéralement dire, parce que vous le savez, pendant très longtemps, on ne bougeait pas beaucoup des maisons qu'on avait. On bâtissait notre maison, on restait sur notre ferme, on restait dans notre appartement. Puis là, quand on était vieux, on cassait maison pour déménager dans notre dernière résidence, pour déménager dans la dernière partie de notre vie, d'une certaine façon. Et donc, cette expression-là, qui est très évocatrice, pour moi, c'est vraiment ça qu'on a vécu, mes parents et moi. Et comme je l'expliquais un peu à Mathilde, qui me posait pourquoi cette rupture de pratique, non seulement ça a été une occasion de casser maison avec mes parents, mais ça a été une occasion pour moi de casser quelque chose dans ma pratique, puis de me shaker un peu, puis de me dire, ah voilà, il faut que j'appréhende le monde différemment et il faut que je remette en question ce choix-là. Je sais ça maintenant, mais ça, pour moi, c'était le début de mettre ensemble ma démarche artistique et la démarche de questionnement social, de repositionnement social. Ces deux choses-là vont devenir inséparables à cause de la décision de remettre en cause un choix de société par l'intermédiaire de l'art. Et c'est là que d'autres, comme Julie, comme d'autres autour de moi, ont dit, mais là, ce que tu fais, c'est de la recherche-création. Il faut que tu viennes nous voir, on va t'accueillir chez nous, on va documenter ton processus, on va voir ce que tu proposes, comment ça nous permet de remettre en cause les choix qu'on a faits. Comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, j'ai décidé de... Je pense que vous connaissez cette partie-là de l'histoire, mais la seule chose qui m'est apparue comme la vraie réponse et la vraie façon de comprendre euh, la remise en cause de ce choix-là, c'est de faire un geste d'immersion. Je me suis dit, j'étais à vélo, c'était un soir d'été, il faisait super chaud. Il s'est mis à pleuvoir, tout d'un coup, j'étais pogné sous la pluie et j'ai pédalé sous la pluie et j'ai eu cette idée où je me suis dit, ça faisait 1 an que mes parents étaient déménagés en résidence et je me suis dit, si je veux comprendre leur réalité, il faut que je vive ce qu'ils vivent. Alors j'ai décidé d'aller vivre
un mois dans une résidence privée pour aînés. Je devais aller vivre avec mes parents. Longue histoire courte, la corporation propriétaire de la résidence de mes parents a refusé mon projet en prétextant que ça compromettait la sécurité des résidents, que j'aille vivre avec eux. J'ai lancé un appel à tous et là, je me suis retrouvé en Abitibi, au Jardin du patrimoine de Val-d'Or, où j'avais jamais mis les pieds. Et j'ai donc été vivre dans une communauté, un peu comme un sociologue, un peu comme un ethnographe. J'ai fait une démarche scientifique sans le savoir. Je me suis mis à la hauteur des gens qui vivaient là. Donc, j'ai vécu pendant un mois avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai couché là, j'avais mon bachelor dans le sous-sol. Et ça a marqué le début de ce questionnement de façon vraiment, vraiment concrète, de me dire qu'est-ce que ces gens-là vivent et comment ça reflète les choix qu'on a faits. Je veux juste prendre un moment d'arrêt dans ce processus. Sachez que entre le moment où j'ai décidé d'aller vivre à Val-d'Or en 2013, d'aller vivre un projet d'immersion en 2013, et le moment où j'ai créé mes premières œuvres en 2018 et en 2019, il s'est passé 6 ans et demi. Et pendant que j'étais à Val-d'Or, mes 2 premières semaines où j'étais là, j'ai rencontré des gens, ils m'ont raconté leur vie. Je leur demandais comment c'était pour eux de vivre en résidence, mais ils me racontaient leur vie. Ils ne voulaient pas répondre à mes questions, ils voulaient juste qu'on se rencontre, qu'on prenne le temps d'être ensemble. Dans la deuxième phase de mon séjour là-bas, là, j'ai commencé à faire des entrevues beaucoup plus précises que j'ai enregistrées, que j'ai documentées. Et c'est là que l'aspect aussi d'une recherche plus systématique s'est présenté à moi, c'est que j'ai commencé à documenter mes rencontres. Donc, j'ai fait une trentaine d'entrevues avec les résidents et j'ai enregistré ces entrevues-là qui sont devenues 850 pages de verbatim. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de verbatim, mais c'est la retranscription littérale de ce qui a été dit pendant les rencontres. Et ça a été le premier mois d'immersion. Et je suis revenu de là, je pesais 10 livres de moins. Je n'avais pas mangé dans les 2 dernières semaines parce que la bouffe était dégueulasse. J'avais encore plus une notion de choc parce que ce que j'avais perçu dans la visite à mes parents et dans les visites que j'avais avec eux où ils vivaient, maintenant j'en avais vraiment une compréhension incarnée et très, très, très sentie. Et là, je ne savais pas quoi faire. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de retourner au patrimoine l'été d'après et de faire un deuxième mois d'immersion parce que j'avais envie d'aller plus loin et j'avais envie, cette fois-là, et c'est ça qui a marqué le début du mouvement citoyen, c'est que je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais rester tout seul avec ça. Ce que j'ai vécu, je vais le faire vivre aux autres. Et là, j'ai invité une quinzaine de résidents de Val-d'Or, un peu triés sur le volet à travers des contacts que j'avais faits là-bas, à venir faire un souper, à passer toute une soirée avec les résidents de la résidence les Jardins du patrimoine de Val-d'Or. Et donc, il y a une quinzaine de personnes qui sont venues rencontrer une quinzaine de résidents et qui ont passé la soirée avec eux, qui ont été visiter leurs appartements. On a fait une très grande conversation. À la fin, on était dans un très, très, très grand cercle. Et c'est, je crois, encore là, sans le savoir, mais c'est là le début de cette envie d'inviter les gens, de ne plus être seul avec mes questions et d'inviter les gens à reprendre un peu euh, à reprendre un peu le contrôle, à reprendre aussi un peu la responsabilité de cette notion de ce qu'on fait avec les aînés et la responsabilité par rapport à notre propre vieillesse. Donc, pour moi, le deuxième mois a été le début comment je pourrais dire, de mon désir d'action. Ça, c'était en 2015. Et là, à ce moment-là, j'étais professeur au Cégep. J'enseignais dans un programme de théâtre. Et après 2 ans, d'essayer de trouver une forme pour parler de ça, j'ai lâché ma job et je suis devenu artiste à temps plein. Et c'est là qu'est venue l'idée de ce grand cycle, qui est le deuxième cycle d'un et un font mille, qui s'appelle le cycle Vivre vieux. Et sont apparues les œuvres suivantes. Il y a beaucoup d'entre vous qui étiez là avec moi aujourd'hui, qui avez vécu le questionnaire Imaginarium. Et pour revenir à la notion de départ, donc c'est la Poésis 3 de mes créations, le mouvement poétique 3 qui s'appelle Imaginarium. Et l'idée que j'ai eue, c'est que par des questions plutôt anecdotiques,
qui parle de la vie, qui parle de nos rêves, qui parle de notre perception de comment on veut mourir, comment on veut imaginer peut-être l'éternité pour nous. Comment est-ce que, par le fait de la prise de conscience du fait qu'on existe, d'un point de vue plus philosophique, comment est-ce que ça pouvait donner du pouvoir à nos actions et comment ça pouvait donner un sens d'action par rapport à questionner encore cette notion de certains aspects de la réalité qu'on prend pour acquis. Il y a une expression que les vieux utilisaient souvent quand je leur parlais, c'était la notion de, ils disaient, ben, tu sais, on est rendu là. Puis moi, à chaque fois qu'ils disaient on est rendu là, je disais, ben non, mais voyons donc, ça se peut pas. Moi, j'étais en je comprenais complètement pourquoi ils disaient ça, parce que ils avaient pris la projection d'un système qui leur avait dit, voici le choix que vous avez à faire. Mais moi, ça m'a encore une fois encouragé à se dire, attention, je crois qu'on peut faire des choix plus éclairés que ça. Euh, donc, Imaginarium, la première œuvre du cycle Vivre vieux. Et Imaginarium, c'est donc une installation dans l'espace public. Ça, c'est au cœur de toutes les démarches d'un fonds 1000, d'aller se placer dans des endroits qui ne sont pas naturellement conventionnels pour faire de l'art, d'aller dans des parcs, d'aller dans des places publiques comme dans le partenariat du quartier des spectacles, d'aller dans des petites salles, dans des petits centres d'exposition pour mettre l'œuvre dans l'espace citoyen et faire en sorte que les gens puissent tomber sur l'œuvre et se faire questionner sans qu'ils aient à prendre rendez-vous avec l'œuvre. Donc, Imaginarium, c'est vraiment des rencontres un à un où je pose dans un protocole très clair 13 questions sur l'existence. Et jusqu'à maintenant, depuis 2018, j'ai rencontré autour de 550-600 personnes qui ont répondu à ces questions et ça fait rire Simon, qui ont répondu à ces questions et toutes les réponses à ces questions ont été colligées aussi façon verbatim et ces réponses sont diffusées dans un grand tableau, dans des collections sonores de réponses. Et c'est comme ça que les gens ont accès à la vie intime, aux réponses intimes, mais dans l'espace public. L'autre démarche très importante, l'autre œuvre très importante qui est apparue dans ma démarche, qui n'est pas une poétiste, mais ça, c'est mon punch. J'ai perdu Mathilde dans l'écran, mais le fait de prendre une pause du théâtre m'a permis de revenir au théâtre dans une nouvelle forme. C'est-à-dire que tout à coup, parce que j'avais fait le geste de documenter les choses, de prendre en note, de transcrire la parole de vraies personnes, ça m'a fait me rendre compte que je pouvais écrire une pièce qui s'appelle Tout inclus, qui est encore en cours de création d'ailleurs, qui a été présentée, comme le disait Julie au début, en octobre 2019. Et j'ai donc, à partir des témoignages, des entrevues avec ces gens-là, fait un parcours qui s'est incarné en 2019 avec 4 chapitres où je raconte l'histoire d'une question qui est, comme je vous l'ai dit au tout début, est-ce que c'est vraiment ça qu'on avait choisi, les parents et moi, et qui va m'amener à terminer les 4 derniers chapitres de la pièce en posant, mais quelle est l'histoire, quel est le contexte socio-historique, économique qui nous a menés comme société à faire ce choix qu'on peut dire correspond complètement en cohérence avec tous les autres choix qu'on a fait avant, mais qui est aussi hautement remettable en question, selon moi. Et je pense que je vois des gens qui opinent du bonnet, alors je me dis qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Puis, je veux souligner que le fait de questionner aussi cette question-là, ce n'est pas anodin pour moi de mentionner que c'est en complète cohérence. Il faut d'abord reconnaître, et c'est ça que j'ai découvert dans les 4 derniers chapitres que je suis en train d'écrire, c'est en complète cohérence avec des choix dont on a hérité, des choix qui sont devenus invisibles, qui font que les gens de 75 ans, 80 ans en ce moment disent, ben, tu sais, on est rendu là, puis c'est ça, tu sais, on vit là, puis là, on fait ça, puis là, on travaille plus, puis là, ben, c'est ça, on s'en va dans une résidence. Mais ça, c'est un héritage culturel, social, économique qui vient, et vous n'en serez pas surpris, qui a commencé avec la révolution industrielle, mais vous viendrez voir ma pièce pour avoir les détails. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai eu envie de remettre en cause ça à travers la pièce. Et là, j'ai présenté la pièce qui a très bien marché, j'en suis très content. Puis, quand on va pouvoir voir la pièce,
bonne question. J'y reviens, Louise. Je veux juste terminer que quand j'ai présenté la pièce, il y a 2 personnes qui se sont associées à moi, une personne très importante qui s'appelle Annabelle Soutard, qui fait partie de la compagnie Porte-Parole. Et Porte-Parole, c'est une compagnie de théâtre documentaire qui existe depuis 20 ans maintenant. Et c'est dans la tradition de Porte-Parole qu'après chaque représentation de la pièce, il y a des discussions avec le public. Donc, non seulement on vient voir la pièce, mais ensuite on a l'occasion de questionner l'auteur, les auteurs, les gens de l'équipe de production. Et je ne peux pas vous dire ce que ça me faisait à chaque fois que je présentais la pièce, de voir des gens de 45 ans, 50 ans et plus, des gens qui étaient sur le bord ou qui avaient fait ce choix de vivre en résidence, puis qui me disaient, mais François, on fait quoi à la place? Et de me dire, aïe, 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 les gens n'ont pas d'idée par mésinformation, par déni de la vieillesse, par la peur de la mort. On ne veut pas voir venir ça, hein, c'est naturel, c'est normal. Mais à cause de ça, moi, à cause de ces regards-là d'incrédulité que j'ai éprouvés pendant 20 soirs de fil dans les discussions, je me suis dit, mais là, attends, là, ça n'a pas de bon sens. Ça ne peut pas n'être seulement que du théâtre. J'adore le théâtre. J'espère que cette pièce-là sera vue par plein de gens, mais ça m'a quand même donné l'impulsion, ces regards-là d'incrédulité et cette question, qu'est-ce qu'on fait à la place, de me dire, mais là, il faut qu'on se mette ensemble. Puis, j'ai eu aussi une idée un peu torieuse, pour employer un mot québécois, un peu tordu, de me dire, je leur donnerai pas les réponses, mais on va imaginer ensemble quelles pourraient être ces réponses. Parce que ce qui fait, selon moi, qu'on ne se questionne pas autour des réalités du vieillissement, c'est qu'on est dans le déni, c'est qu'on ne veut pas voir qu'on va mourir. Et là, vous voyez le fil qui se trame dans toutes mes œuvres, l'appartenance, faire face à la mort, confronter notre appartenance au cycle de la nature, être dans les questions devant ce qui compose une vie. Et on arrive à tout inclus qui dit, hey, remettons en cause ce choix que nous avons fait individuellement et collectivement. Et là, on arrive au forum Habitat. Là, j'ai eu une question de Louise. Je fais mon pitch, c'est le moment de plug. Euh, la pièce Tout inclus va être présentée à l'automne prochain à Québec, à Montréal et en tournée à travers le Québec. Donc, stay tuned, comme on dit. Allez sur le site d'un et un fond mille. Je pourrais les mettre tout à l'heure dans le. Mais la pièce va être présentée et là, encore là, on touche tous du bois collectivement pour qu'on ne se tombe pas dans la 4e vague et que tout se remette à fermer. Là. Mais Technique est inscrit à l'horaire d'un théâtre à Québec, Montréal et en tournée par la suite pour une vingtaine de dates en 21 et en 22. Je m'arrête ici. Julie, deuxième arrêt pour des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Merci, Julie, pour le site web. C'est parfait. Oui, non? Ah, j'ai un micro qui s'est ouvert. Moi, j'en aurais une question. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais c'est fort intéressant. Puis, au tout début, tu disais que tu avais ce talent de projeter chez l'autre, puis de peut-être retenir un peu ce que les gens vivent émotionnellement, tout ça. Puis, je suis vraiment étonnée de ton expression. Ben, j'ai cassé maison avec mes parents. C'est tes parents qui ont cassé maison, puis toi, tu as vraiment pris ça à cœur. Je ne sais pas si tu vivais Hmm. dans le même endroit, tout ça. Puis je trouve ça frappant que la décision de tes parents, à quelque part, tu interprètes ça comme tu faisais partie de cette décision-là, puis c'est un choix que tu as remis en question. Est-ce que tes parents, ensuite, ont remis en question ce choix-là? Dépendamment des groupes d'âge, le fait de casser maison, ça peut être aussi un soulagement, une certaine délivrance. Absolument. C'est une façon d'aller, dépendamment des lieux, là, tu as dit en Abitibi, à Val-d'Or, peut-être que les repas n'étaient pas bons du tout, mais parfois d'aller en résidence, c'est pas que tu fais plus tes repas, tu as un appartement, peu importe le concept, mais c'est pas là-dessus que je veux poser ma question, c'est vraiment sur toi, là, t'as cassé maison avec tes parents. J'aimerais ça que tu élabores un peu Ben, là-dessus. en étant bref, parce que c'est une histoire assez longue et assez intime, mais
Ce qui, me frappe dans votre intervention, c'est exactement un constat que je fais dans la pièce. C'est-à-dire: «Mais pourquoi je l'ai pris si personnel? Pourquoi ça m'a tant affecté?» Et en fait, ce dont je me rends compte, dans la pièce, je raconte le fait que je me rappelle, en fait, en rencontrant un grand stratège marketing du monde du marketing des aînés qui me dit: «Mais tu sais quoi, François? Les maisons pour les gens de 75 ans et plus, c'est pas aux gens de 75 ans et plus que je la vends, c'est à toi. Parce que toi, tu vas proposer à tes parents d'aller vivre là.» Et c'est dans ce moment-là avec lui que je me suis rappelé que c'est moi qui ai dit à mes parents: «Non, mais pourquoi vous n'allez pas vivre dans une résidence? Vous seriez bien moins seul, vous seriez.» C'est moi qui ai invité mes parents à aller vivre en résidence. Et ça, c'est un point tournant, vous pouvez l'imaginer dans le récit de ma pièce. Puis, autre ça aussi, ça, je m'en suis. C'est drôle comment la mémoire fait son travail et l'oubli fait son travail, je devrais dire. Mais j'ai vraiment cassé maison avec mes parents. Ma mère était à l'hôpital. Ma mère n'a jamais remis les pieds chez elle. Elle a dit: je ne retournerai pas chez moi. Et c'est vrai, elle n'y a jamais remis les pieds. Donc, j'ai dû prendre tous les objets de sa maison parce que mon père étant un homme de sa génération, connaissait rien de la maison, ne connaissait que sa chambre et son garde-robe. Donc, c'est moi, physiquement, qui a pris chacune des trucs, puis qui a jeté, qui a cassé. J'ai pris des photos de toutes les armoires de l'appartement, puis de toutes les garde-robes de l'appartement de ma mère. Et j'ai passé à travers les photos avec elle en disant: Tu veux tout ça, on regarde ça, ça, regarde ça. Puis elle savait tout où était tout. Fait qu'elle me disait: Ah oui, ça, cette tasse-là, regarde-moi ça. Elle a fait le ménage de toute la maison avec moi et c'est moi qui a cassé la maison. Donc, vous pouvez imaginer comment physiquement c'est violent de prendre les choses de quelqu'un d'autre, de les mettre dans des boîtes, de les amener ailleurs, de faire ça devant mon père qui était complètement perdu, qui ne voulait pas aller vivre en résidence. Donc, je l'ai pris personnel parce que c'est moi qui ai cassé maison et ultimement, je me suis rappelé que c'est moi qui avais suggéré à mes parents de le faire, avec une bonne intention, bien sûr, comme les bonnes intentions de ceux qui nous vendent ces maisons-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, Cela dit, je veux juste quand même souligner que je crois, encore une fois, que les maisons répondent à un besoin et sont complètement cohérentes avec les choix qu'on a faits. Et c'est cette remise en cause-là, c'est ce moment d'éveil-là, pour moi, qui fait en sorte que je peux décider de faire autrement et qu'on aborde, je suis sûr que vous l'avez abordé dans les concepts d'innovation sociale, le concept d'autodétermination et le concept de responsabilisation. À partir du moment où je remets ça dans les mains de grandes corporations, du gouvernement, de d'autres personnes qui créent des formats pour moi, ben, c'est un peu mon problème si je me mets dans une maison. Ça peut être mon problème si je ne remets pas en cause cette chose-là. Cela dit, il faut des gens autour de nous qui disent mais attention, là, est-ce que tu sais exactement le choix que tu fais? C'est là qu'on est peu accompagné comme aîné, je crois, dans ce processus-là. Et il faut, et c'est là, vous venez de m'ouvrir la porte et je viens de me l'ouvrir à moi-même. C'est pour ça qu'est né le Forum Habitat. Euh, le Forum Habitat, c'est un projet, comme l'a dit Julie. Julie fait partie de la cellule mère du Forum. Elle est une des animatrices de certains événements publics avec moi, dépendamment de ses disponibilités et de ses horaires. Mais attends, là, j'ai vu, Kofi, que tu avais levé la main. Est-ce que tu avais une question? Oui, Oh, je vais m'arrêter. Je repars après. Je t'écoute, Kofi. oui, ma question est de savoir, maintenant que vous avez cassé maison en faisant partie vos parents et que vous vous êtes rendu compte et vous avez mis en cause cette décision, concrètement, qu'avez-vous fait à vos parents? Qu'est-ce que j'ai fait à mes parents? Pour changer cette situation ou améliorer leurs conditions? Euh, c'est très pertinent ta question, Kofi, parce que en fait, ce dont je me suis rendu compte, et ça touche la notion d'accompagnement que j'ai abordé un peu plus il y a quelques minutes, je me suis rendu compte que je ne parlais pas à mes parents. Je me suis rendu compte que mon but, c'était juste de les caser, puis de les mettre quelque part, et avec une bonne intention, qu'on prenne soin d'eux, qu'on s'occupe d'eux autres pour pas que moi j'ai à m'en occuper. Et mes parents ne veulent pas que je m'occupe d'eux à 100%. De toute façon, je ne pourrais pas.
Mais ce qui a changé de façon, je le synthétise bien sûr, Kofi, là, mais, et tous les autres, ce qui a changé, c'est que j'ai changé ma relation à mes parents. Tout à coup, je me suis dit, ah, je ne peux pas changer là où ils vivent, mais je peux changer l'espace entre nous. Encore là, on vient retomber dans l'espace intime, l'espace public. Et dans les 10 dernières années, jusqu'à la mort récente de mon papa, il y a 8 mois maintenant, hier, euh, j'ai vraiment vécu un processus de transformation qui n'est pas social, mais il y a eu une innovation familiale, je pourrais dire, dans le petit écosystème de ma famille. Il y a vraiment eu une révolution à cause de cette prise de conscience-là. Et je n'avais pas pensé à ça jusqu'à ce que tu me poses la question, Kofi, mais c'est ce même mouvement de révolution familiale que je mets à l'échelle, que je veux mettre à l'échelle, et j'invite maintenant la population à s'accompagner, à être ensemble devant les questions. Et c'est ça qui est le pouvoir transformateur. La notion d'accompagnement, la notion d'ensemble, la notion d'action citoyenne est au cœur des possibilités de changement. Et il faut que tous les intervenants participent. Et je reviens à l'échelle de mes parents. À un moment donné, je disais à mes parents, là, ça suffit, là, on va se parler. Puis là, vous allez arrêter d'être violents. Ils n'étaient pas violents avec moi physiquement, mais ils étaient violents entre eux. Et ça a été une véritable révolution dans notre famille. Et ça a permis qu'il y ait un espace qui a fait en sorte que j'ai accompagné mon papa vers la mort d'une façon très paisible, très ouverte. J'étais là jusqu'à la fin, merci mon Dieu, entre les 2 vagues de COVID. Et j'accompagne encore ma mère quotidiennement dans son processus. Elle est en résidence maintenant, elle a des pertes cognitives, mais c'est intéressant. Je suis très content de cette question, Kofi, parce que je pense que ce sont les petites révolutions individuelles et personnelles qui peuvent être mises à l'échelle dans des transformations et des révolutions sociales. OK. Mais est-ce que vous ne voyez pas que une partie de votre travail que vous êtes en train de faire doit aussi s'adresser aux enfants Absolument. qui doivent Absolument. mettre le paquet pour accompagner leur père, pour que le choix soit un choix responsable et un choix qui ne sera pas obligé dans un sens? Exactement. Et c'est le but du Forum Habitat. Merci. Donc, ça me fait plaisir. Le Forum Habitat se décline, ça s'appelle Habitat au pluriel. Si vous cherchez, là, je pense qu'il y a peut-être Julie qui va se charger de mettre le. Je te fais une commande cachée, même pas cachée, Julie. Mets le Je truc, m'en tu sais. occupe. Merci, c'est gentil, c'est très apprécié. Le forum s'appelle Habitat au pluriel parce que dans ma conception de ce forum-là, m'est apparue la nécessité de mettre toutes les générations ensemble. Hein. C'est l'aspect que tu abordes, Kofi, de dire, ça ne concerne pas que les vieux, ça concerne moi, ça concerne les vingtenaires qui vont vivre dans le monde dans lequel ils vont vivre, puis qui eux aussi vont devenir vieux. Et donc, le premier aspect de l'habitat qui m'intéresse, c'est l'aspect intime, l'aspect miroir que j'appelle. Comment est-ce qu'on peut être personnellement, individuellement, devant notre propre processus de vieillissement? Parce que, et ça, c'est encore le point de départ de toute ma démarche, de se dire, si je sais que j'existe et que j'appartiens au cycle de la nature, ben je sais que je vais vieillir et je sais que je vais mourir. Donc, je peux me responsabiliser, puis je peux faire des choix qui sont les miens et non pas des choix qu'on m'impose. Deuxième aspect de l'habitat, qui est l'aspect évident, c'est le lieu où on habite, bien sûr. Donc, est-ce que je veux rester chez nous? Est-ce que c'est plus important d'avoir une communauté qu'un lieu où j'habite? Donc, toutes ces questions qui concernent l'architecture du lieu où on habite, mais aussi l'appartenance à une communauté, à un voisinage, à des gens qu'on connaît un peu partout autour de nous. Et le troisième aspect, bien sûr, qui ne me paraissait pas si évident au départ, mais qui, en côtoyant comme des gens comme Julie et qui, en côtoyant des gens qui ont à cœur l'action militante et le pouvoir de la transformation sociale, est devenu d'une évidence même, à savoir que l'habitat, les habitats et les systèmes qui demandaient d'être remis en cause, mais c'était les communautés, les villes, les gouvernements municipaux, les gouvernements provinciaux,
fédéraux dans notre cas. Vous comprenez? Il y avait une mise à l'échelle nécessaire de ce questionnement dans mon processus qui n'était pas si évident au début, mais qui est devenu complètement évident pour moi. Puis en plus, on ajoute une couche à ça qui est la mise en commun des différentes expertises aussi. Si, je vous le jure, si pendant la crise de la COVID, on ne s'était fié qu'au gouvernement et qu'aux hôpitaux, au CHSLD, pour prendre soin des aînés, il y en aurait bien plus que ça de morts des aînés. Il y en a près de 6 000 qui sont morts pendant la première crise de la COVID. Mais il y a des gens qui, tous les jours, à des niveaux grassroots, là, à des niveaux communautaires, qui livrent de la bouffe, qui transportent les gens, qui vont les laver, qui vont faire leur ménage, qui vont faire tous les services pour que les gens restent chez eux, mais qu'on leur donne les besoins en respectant leur aspiration d'être à la maison, de rester dans leur communauté. Sans ces gens-là, l'hécatombe qu'on a connue, si hécatombe peut être pire, ça aurait été encore plus un désastre. Et c'est ça que je veux aussi mettre de l'avant, c'est que ta question, Kofi, encore une fois, me fait penser que ce sont les actions à un niveau, à une échelle beaucoup plus proche d'une action de proximité qui sème les graines d'une action qui peut avoir des impacts beaucoup, beaucoup plus grands. Et c'est pour ça, pour moi, que la seule réponse, et c'est là, vous me voyez, là, je suis rendu là. On est, je ne sais pas, le 18 mars 2021. Il y a maintenant 6 mois que le forum Habitat est commencé. On a créé une cellule d'artistes, de penseurs, de scientifiques, de gens de plein de disciplines terrain autour des aînés au Canada et en Allemagne. Il y a des Français qui vont se joindre à ça. En plus, parallèlement, on a créé des événements publics. Julie a mis le lien vers le Forum Habitat, mais il y a toutes sortes d'événements qui vont se continuer au mois de mai, au mois d'août prochain, où vous pourrez venir participer si vous en avez bien envie. Je reconnais Louise, là, que j'ai saluée tout à l'heure parce qu'elle était là à tous les événements publics du Forum Habitat. Je sais que Louise aussi a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, Habitat, c'est vraiment une invitation à avoir cette discussion-là. Je reviens au thème du début, à pouvoir rester avec les questions, à pouvoir recueillir la multiplicité, pardonnez-moi, des réponses, mais aussi de se dire, d'avoir la patience de prendre le temps. Et c'est pour ça que Habitat, c'est pas un forum de 2 jours où tout le monde se réunit avec des cocardes, puis tout le monde est bien content de faire du réseautage. C'est sûr qu'avec la COVID, c'est plus complexe, mais c'est vraiment un processus de fond. C'est vraiment une invitation inspirée d'ailleurs par les gens des Premières Nations à des cercles de parole, à des prises de parole qui considèrent le besoin de prendre le temps d'inventer les choses, tout en, bien sûr, reconnaissant l'urgence d'agir. Et je vais vous laisser là-dessus. En ce moment, je suis à terminer l'écriture de ma pièce qui sera présentée à l'automne. On a fait les premiers 6 mois du Forum Habitat. Et en discutant avec Julie, en vue de la préparation de cette présentation de ce soir, me disait, François, fais attention de t'assurer qu'on comprenne bien que ta démarche artistique, elle n'est pas séparée de ta démarche d'innovateur. Ils sont ensemble. Et vous allez voir, puis ça me fait rendre compte que c'est absolument vrai. Et vous allez voir que c'est là que la réalité va rejoindre la fiction du théâtre documentaire. Je vous fais un scoop. La pièce de théâtre documentaire se termine par une grande lettre que François va envoyer à une 50aine de personnes dans les arcanes du pouvoir, mais aussi dans les grands syndicats nationaux, dans les fédérations de retraités, de ci, de ça, dans les responsables des gens qui représentent les aînés, dans les MRC. Je vous fais la liste là parce que je ne vais pas la faire au complet, mais François lance une invitation à ces gens-là pour venir s'asseoir ensemble au printemps 2022. Donc, au printemps 2022 commenceront, je l'espère, un grand mouvement de conversation nationale incluant tous les aspects des gens qui doivent se mettre ensemble pour discuter de ça,
pour une période minimale de 2 à 3 ans. Mais plus important, et ça c'est l'addition de Julie, une réflexion qu'on a eue avec Julie, plus important que ça, la lettre invite d'abord et avant tout les gens le 1er octobre 21, et on verra quelle forme ça prendra encore là, dépendamment du contexte de la COVID, mais la lettre qui est dans la pièce et qui sera publiée dans le réel invite la population à une grande marche provinciale des aînés. C'est-à-dire que François invite la population du Québec à dire « ça suffit d'avoir peur, ça suffit d'être dans le déni, manifestons-nous, disons au gouvernement, il faut que ça change. » Parce que sinon, on le sait, ça ne bougera pas. Vous pouvez imaginer le nombre de lettres qui est envoyé dans les arcanes du pouvoir et qui laisse lettre morte. Et donc, cette inspiration-là me vient tout récemment de se dire, d'abord et avant tout, la quête de François, l'acteur et l'écrivain et le dramaturge, doit devenir une quête citoyenne et doit inclure le citoyen. Et c'est un personnage de ma pièce qui me dit, qui vient me présenter le désastre devant lequel on se trouve et qui me dit, et à qui je dis, pardonnez-moi, il me dit, voici, on est devant un désastre. Je dis, mais pourquoi tu viens me dire ça à moi? Et il me dit, parce que toi, tu parles au monde. Puis c'est les gens qui font changer les choses. Si on reste assis sur notre cul chez nous à rien dire, ben, il n'y a rien qui va changer. Donc, c'est ça, c'est là où j'en suis rendu dans mon processus. Et pour vous dire aussi, encore là, si on m'avait dit ça il y a même 2 ans, je suis en discussion avec des très grandes fondations philanthropiques, des gens qui soutiennent mon projet, avec un plan que dans 10 ans, soit formé peut-être un institut sur le mieux vieillir au Québec. Donc, vous allez dire que je suis fou, là, mais il faut avoir ces grandes idées et il faut les faire soutenir par des mouvements citoyens pour reprendre cette part, et c'est le message sur lequel je vais vous laisser. La créativité, qui est le cœur de ma vie, peut autant servir à avoir de l'imagination et à créer des œuvres, mais peut autant servir à transformer des réalités sociales par l'art et vice-versa. C'est pas que c'est parallèle, c'est que c'est un genre de spirale. Un nourrit l'autre. En tout cas, c'est comme ça dans ma vie. Et il y a plein d'artistes qui font des pratiques différentes. Mais pour moi, c'est devenu une motivation très, très grande et très forte de me dire que ces processus créatifs-là de mobilisation, hein, c'est le début de ma vie. On met du monde ensemble dans une salle qui viennent écouter une histoire. Mais là, l'invitation que je fais, c'est on met du monde ensemble qui vont avoir des idées ensemble pour faire changer les choses. Puis on va inviter les gens à sortir dans la rue pour dire à ceux qui font les lois, ceux qui font les règlements et ceux qui font les politiques, vous ne pouvez pas nous prendre pour des nonos, là. Ça doit changer. La crise de la COVID l'a bien prouvé. Nous sommes devant une crise potentiellement encore plus grave que ce qu'on a connu au printemps 2020. Donc, c'est ça qui me donne espoir. C'est ça qui me donne espoir qu'on peut inviter les gens à travers l'art, mais à travers un processus qu'on appelle innovation sociale. Il aura d'autres noms dans le futur, probablement, mais à un mouvement citoyen. Et c'est là-dessus que je vous laisse en vous disant que c'est vraiment la seule chose qui me donne de l'espoir devant ces questions-là qui sont très complexes, mais qui sont vraiment nécessaires de poser. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire, Julie.